Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En cette semaine qui vient de commencer, ça y est, enfin on a eu le premier jour d'ouverture du marché américain, dans lequel on a eu des flux très forts au niveau de BTC, et on est dans une zone cruciale, vraiment une zone très importante, où il va falloir, un, être capable de faire un rebond, et deux, surtout ne pas céder à la pression vendeuse. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Alors on va faire tout de suite un point un petit peu plus large pour rappeler qu'on est toujours dans cette zone d'hyperaccélération, toujours dans cette phase de bull run, et je pense qu'il est essentiel de le rappeler, parce que oui, on est toujours dans cette phase de consolidation, les gens ont peur, mais la réalité c'est qu'on est toujours en bull run. Ça veut dire qu'il y a encore énormément d'opportunités. Par contre, la gestion du risque est beaucoup plus compliquée. Il faut impérativement être structuré, et surtout, ayez une stratégie. N'investissez pas sans comprendre pourquoi ni comment, à quel moment vous devez prendre vos profits, à quel moment vous devez couper votre position si jamais tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. C'est très important d'avoir ce cadre-là. Si jamais vous en avez pas, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez 40 pages qui vous expliquent comment réussir votre bull run gratuitement. Et c'est en commentaire en description, donc n'hésitez pas, parce que nous sommes dans une période cruciale, comme je vous l'ai dit. Et on est dans une phase de consolidation au-dessus des 100 000 $. Comme on peut le voir ici, on est en train de consolider au-dessus des 100 000 $ en weekly, ce qui est très positif. Et en daily, on voit bien qu'on a fait une clôture, notamment sur le CME, au-dessus des 100 000 $, niveau toujours très important. Et ça, c'est valable sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. Gardez-le en tête, on va revenir dessus dans quelques instants, quand on va parler de JP Morgan, par exemple, qui est très important parce que c'est le futur des institutionnels. Et là, on est vraiment dans une zone où il va falloir tenir le retest. Clairement, je pense, et je suis certain de ça, qu'on va retester sur le CME ici, break of structure, certainement même peut-être les 100 000 $, et il va falloir tenir toute cette zone-là pour pouvoir repartir à la hausse et valider en effet les injections de liquidités que l'on retrouve au niveau des institutionnels. Par contre, il y a quelque chose qu'il va falloir surveiller d'encore plus près. Ça va être le Nasdaq. Nasdaq, S&P 500, reprise de l'économie US sur cette semaine. On a eu sur le Nasdaq une très belle ouverture, mais on voit que malgré tout ça, on est actuellement dans une phase plutôt baissière. Bon, ok, mais le marché n'est pas ouvert, et généralement quand on chute, avant que le marché soit ouvert, on est souvent ravalé par la suite et un mouvement qui est inversé, ce qui serait plutôt positif. Je vous explique pourquoi. Je vous explique parce que là, on est dans quelque chose qui est vraiment pas sexy techniquement. On a un top qui est là, on a un low qui est là, on a un top qui est là, on a un low qui est ici, et on a un top qui n'arrive pas à casser le suivant. Là, il aurait fallu impérativement consolider au-dessus pour pouvoir dire, ok, bah là, je peux retester tranquillement, sans aucun risque, d'aller imprimer un plus bas. Là, c'est pas le cas, le top a été respecté, ici, donc ça sous-entend que la probabilité d'aller casser plus bas n'est pas annulée. Donc ça veut dire qu'elle est même bien présente. Actuellement, si on regarde structurellement, on peut se dire qu'en effet, les tops sont bien respectés, donc la tendance court terme, elle est plutôt baissière, donc ça veut dire qu'on irait casser quelque chose en dessous des 20 800 points au niveau du Nasdaq, ce qui ferait justement une pression baissière au niveau du BTC et qui empêcherait justement d'avoir un magnifique pullback. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse serait en effet de le faire en deux temps, avec première accélération, deuxième, repartir et faire bien le break-out structure ici, deuxième break-out structure ici, et bien valider une hyper-accélération par la suite, hop, pour pouvoir avoir un Nasdaq qui est une économie américaine qui pousse fort. C'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on aimerait voir au niveau de BTC, parce que si on a un Nasdaq et un S&P 500, et à côté un BTC, une économie autour de la crypto qui pousse, bon bah globalement il n'y a plus de frein, il n'y a rien qui peut bloquer, si on a les institutionnels qui injectent de la liquidité, c'est road tout 150 000, sans aucune réelle friction. Et c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup voir. Parce que si on regarde en 4 heures, vous allez vite comprendre que là, on a quand même des appels de prix qui sont assez forts pour un retest. On a ici un premier order block qui est dans les 21 360, qui pourrait être intéressant au niveau du Nasdaq. Sinon, on a plus bas, ici, la buy zone, dans laquelle on irait combler l'imbalance, aller chercher l'order block. Donc là, on aurait un mouvement vraiment propre pour aller chercher une accélération haussière avec une forme de retest et poser vraiment une accumulation ici pour pouvoir repartir vraiment fort. Ok, mais ça sous-entend aussi qu'on va mettre à risque pas mal de choses. Ça veut dire qu'on a une chute sur le Nasdaq ici pour aller retester dans les alentours de 2%. 2%, ça reste quand même conséquent pour de la finance traditionnelle. Faut le garder en tête. Surtout qu'on a ici un dollar qui est en train de faire son pullback. Je pense qu'on peut aller encore plus bas. Je pense qu'on peut aller chercher ici les 107,25. Donc peut-être un petit peu plus bas l'imbalance qui se trouve là.
Il va falloir voir comment on va tenir justement ce pullback et comment on va être capable de repartir. Je pense vraiment que le dollar américain va réaccélérer. Je vous invite à regarder la vidéo de samedi pour comprendre les implications que ça pourrait avoir sur l'ensemble des cryptos, mais vous inquiétez pas, je vous la mets à la fin de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Si on regarde court terme, au niveau de BTC, ce qui nous intéresse, on est bien allé casser ici 100 000 $, accélération très forte avec ici un gros short squeeze, on va aller le voir dans quelques instants, et ensuite on est allé dans notre short zone, donc c'est-à-dire dans notre sell zone. On voit qu'on a bien fait ici cette target des 103 000, et ensuite on est en train de consolider. On n'a pas fait de pullback, j'aimerais bien voir un pullback un petit peu plus fort sur soit la trendline ici, soit pourquoi pas un petit peu plus fort dans un retest des 100 000 $, pour pouvoir valider justement une réaccélération haussière, quelque chose qui soit vraiment propre, soit ici pour réaccélérer, soit ici 100 000 $, hop là, et on réaccélère. Là pour moi c'est les deux meilleurs scénarios qu'on pourrait jouer, donc avec peut-être un scénario un petit peu plus baissier pour repartir vraiment fort, et là on aurait vraiment une dynamique très puissante pour BTC. Par contre, si à contrario on échoue, donc c'est-à-dire que les pullbacks sont échoués, par exemple, on pourrait très bien faire un pullback ici échoué sur les 100 000, être repoussé sur la trendline et là consolider en dessous des 100, très mauvais signe. Là ça veut dire qu'on va certainement aller retester les alentours des 94 000, voire même peut-être un petit peu plus bas. Donc là, il faut vraiment jouer et surveiller ce qui va se passer. On est vraiment dans une zone critique. Et si on valide pas cette zone-là, ça va être un petit peu plus compliqué pour la suite, ou en tout cas, il va falloir être beaucoup plus patient. C'est pour ça qu'il faut ici surveiller le cours de BTC, ce qui va se passer. C'est pour ça aussi qu'il faut surveiller le Nasdaq, ce que je vous ai présenté, et surveiller les volumes que l'on va voir au niveau des ETF. Ici, on a eu des gros volumes, 978 millions de $. Donc c'est énorme, et quand on continue à avoir des injections de liquidités comme ça, je pense que ça peut aller taper, notamment dans les zones de short. Quand on regarde les liquidités, on voit bien que là on est allé chercher la zone de short qui se trouve ici, donc très belle accélération. On peut refaire exactement la même chose pour aller chercher les 105 000, voire après chercher les 110 000, et on voit qu'on a beaucoup de liquidités qui se structurent au-dessus. Donc beaucoup de short. Qui dit short squeeze potentiel, et donc mouvement haussier assez fort, comme on a pu le voir ici. Ce type de mèche là, c'est les types de mèches qu'on aime bien, parce qu'on va chasser toute la liquidité qui est au-dessus, et on repart justement derrière. Et c'est ce que l'on aime voir, et c'est ce qu'il faut voir, et on va pas se cacher que les injections de 978 millions de $ sont bénéfiques. Je pensais pas qu'à l'ouverture du marché on allait avoir autant de liquidités, et là on est en train d'avoir une démarche qui est en train de changer. Plusieurs éléments. La première chose, c'est que on a une réalité, c'est que les ETF ont récupéré, à travers leurs achats, 3 fois plus de BTC que ce qui a été produit en décembre. D'accord? Donc, on a eu 51 500 BTC qui ont été achetés en décembre, alors que seulement 14 000 ont été produits par les mineurs en décembre 2024. Donc, on a bien une distorsion toujours bien présente entre, les volumes d'achat, et 2, le nombre de BTC disponibles sur le marché. Et plus on a cette distorsion, plus on risque d'avoir ce qu'on appelle un repricing, donc c'est-à-dire des mouvements haussiers très forts, à partir du moment où on commence à avoir une discordance trop forte au niveau du volume d'achat versus la supply. Ça va être à surveiller, et ça peut être un des moteurs justement d'hyper-accélération au niveau de BTC, tant à la hausse qu'à la baisse. Comprenez-le bien que ici, les injections de liquidités qui sont bien présentes au niveau des ETF peuvent très vite passer en rouge et garder les mêmes chiffres en rouge. Là-dessus, nous sommes sur des institutionnels qui rentrent dans un nouveau marché avec ici un nouveau produit, et ils n'ont pas forcément la même gestion du risque de personnes qui sont là pour holder long terme. Bon, dans tous les cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a JP Morgan qui précise qu'on est vraiment dans une notion d'abasement trade et que c'est là pour rester. Qu'est-ce que c'est? Je fais toujours très attention au type de communication de JP Morgan, surtout de ce style-là, mais la réalité, c'est qu'il faut comprendre ce qu'est réellement le débasement trade et pourquoi c'est important. C'est quoi? C'est le fait de jouer ici la décote d'une monnaie. Par exemple, dans le cadre d'une politique inflationniste, où on a une économie inflationniste, il va y avoir une diminution de la valeur du dollar. Quand on est dans une politique d'impression monétaire, on a aussi une diminution de la valeur du dollar. Et là, on a beaucoup d'institutionnels qui sont en train de se préparer à avoir une diminution de la monnaie. En général, le dollar, oui, mais pas que. Et justement, ça se voit beaucoup sur ce graphe qui se trouve à droite, où on a les injections de liquidités dans l'or versus les injections de liquidités dans le Bitcoin. On
voit bien la différence depuis qu'on a les ETF spot Bitcoin. On a vraiment une rentrée massive d'argent sur Bitcoin versus Gold qui est en train de chuter, même si on a un petit rebond là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit au niveau du graphique de l'or, où on est dans une phase de consolidation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas repartir à la hausse, mais en tout cas, il y a moins d'injection de liquidité qui se fait de ce côté-là. Ça nous confirme bien qu'on a bien ici une réflexion autour de la place de l'or, et c'est ce qui est en train de nous confirmer JP Morgan. Dans les allocations des institutionnels, on commence à avoir du Bitcoin qui rentre avec la même idée de se dire je me protège contre l'inflation monétaire, je me hedge contre toute cette partie-là, et c'est une réalité, le Bitcoin en fait prend cette place-là à côté de l'or, et ça c'est positif, c'est ce qu'on voulait sur le long terme. Maintenant on va voir, est-ce qu'on est capable de pouvoir tenir cette position de hedge par rapport au débasement monétaire. Ça va être le plus compliqué, je pense, à valider. Au niveau des autres cryptos qui ne sont pas dans le top 10, on est toujours dans une phase de consolidation et de compression dans les alentours de 10%. On voit bien qu'on tient des niveaux clés. Donc pour moi, pas de news, de grosses news de ce côté-là, à part quand même des nouvelles qui tombent plutôt sur Solana. Solana qui est un peu en feu en ce moment. Pas forcément le cours, mais ce qui se passe autour de Solana, où on voit que ça développe dur et même très très dur. Il y a une grosse proposition qui a été faite le 6 qui propose de pouvoir modifier directement la façon dans laquelle la reconnaissance des comptes et la traçabilité des comptes au sein de Solana est proposée et faite, avec à la clé une grosse augmentation de la scalabilité qui va être essentielle pour Solana entre autres, parce que quand on regarde les volumes qu'il y a, on voit qu'on est capable de pouvoir battre Ethereum et Base combiné avec énormément de volume et pas que lié que au Mincoin. Donc ça nous montre bien que Solana porte une grosse communauté d'utilisateurs, et ce qui fait que oui, en effet, on va avoir des problématiques claires autour du scaling et qu'il va falloir vraiment focus là-dessus. C'est une très bonne chose. Ensuite, on a d'autres choses qui se construisent toujours sur Solana avec la notion de Sol Layer, avec du restaking directement sur Solana avec Infini SVM blockchain. Donc ça, il va falloir que je vous en parle dans pas longtemps. Il y a peut-être un narratif autour de ça. Je pense que surtout, ça donnera beaucoup plus de valeur à Solana au fur et à mesure que l'écosystème grandit. Mais on en reparlera plus tard dans une vidéo dédiée. Et on terminera par une nouvelle qui est autour des pierres liquides, qui montre bien que ça plaît beaucoup avec, au niveau des futurs, le volume, 285 milliards de dollars en 2024, à savoir que Hyperliquid a réellement été fortement lancé il y a peu de temps, d'accord, sur 2024. Alors je parle pas du token hype, je parle vraiment de la plateforme. Beaucoup de personnes ont commencé à farmer justement l'airdrop de Hyperliquid tardivement, et la majorité des volumes ont été faites vraiment sur les 6 derniers mois. Donc on voit qu'il y a vraiment un engagement. Maintenant on va voir, surtout sur le premier trimestre 2025, depuis que l'airdrop est passé, est-ce que oui ou non on est capable de tenir ce type de volume là? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a vraiment la naissance d'un géant, et là il va falloir surveiller de très très près Hyperliquid. Maintenant vous savez quoi monitorer pour savoir si ce protocole peut être un game changer sur 2025, voire peut-être même sur le prochain cycle. Et ce sera tout pour la quotidienne, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez et prenez le temps de vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.